Bonjour, je suis Manuel Davy et je vous souhaite la bienvenue dans les Carnets de l'IA, le podcast indépendant numéro 1 sur l'IA qui explore comment intégrer l'intelligence artificielle en entreprise. Dans chaque épisode, je reçois des experts qui partagent leur retour d'expérience, par où commencer, quelles bonnes pratiques adopter et comment transformer concrètement votre organisation. Les Carnets de l'IA est un podcast de la Cité de l'IA. Un grand merci à la Fondation MMA des entrepreneurs du futur qui soutient votre podcast. Bonjour à tous, j'ai le plaisir d'être aujourd'hui avec Emmanuel Thomas. Bonjour Emmanuel. Bonjour Manuel. Et donc, tu vas nous parler aujourd'hui de ton activité, en particulier de la société Kira, c'est une start-up. Alors, est-ce que tu peux te présenter un peu plus pour nos auditeurs et puis nous parler de ton entreprise ? Avec plaisir. Donc oui, je suis la cofondatrice et CEO de Kira et on aide les marques à créer du contenu de qualité avec l'IA. Donc qu'est-ce que ça veut dire du contenu de qualité ? En fait, on accompagne des marques, qu'elles soient dans la joaillerie, la cosmétique, la maroquinerie ou la chaussure. Et en fait, on va les aider à produire des visuels ou des vidéos pour leur campagne. Et ces visuels, par exemple, peuvent se retrouver sur des quais de métro ou encore en affiches en point de vente. Et donc, on a une forte exigence de qualité pour pouvoir réaliser ce type de campagne. D'accord, alors on va pouvoir en reparler, mais ça m'intéresse aussi de savoir ce qui t'a amené toi, à titre personnel, à évoluer dans le monde de l'intelligence artificielle. J'ai travaillé sur des sujets d'intelligence artificielle avant l'arrivée de la vague de l'intelligence artificielle générative, donc sur des modèles qu'on appelle plus traditionnels de machine learning et de deep learning. Moi, j'ai un parcours d'ingénieur avec une spécialisation en produits. C'est-à-dire que mon métier, à la base, c'est quoi ? C'est de comprendre quelles sont les problématiques des utilisateurs et de comprendre comment on peut y répondre d'un point de vue technique et de rassembler ces deux mondes pour construire des interfaces et des expériences simples, même si derrière, ça peut être techniquement très compliqué. Effectivement, il y a besoin de beaucoup d'analyse produit quand on fait de l'IA, et c'est souvent d'ailleurs une des erreurs que font les entreprises quand elles se jettent sur ce sujet-là, c'est de ne pas en faire suffisamment. Alors peut-être tu peux nous expliquer ce qui a amené à créer une société, je dirais, sur ce sujet-là de la création de campagne. Quel était le problème que vous avez identifié et comment vous apportez une solution à ça ? Je te rejoins sur la problématique de partir plutôt du problème de l'utilisateur que plutôt de partir de la technologie, de ce qu'elle permet de faire. Et on a eu cette approche-là, c'est-à-dire que on avait déjà travaillé sur des sujets autour de l'image, sur un premier projet. Et dans une phase de découverte, on a été discuter avec un certain nombre de marques et de retailers pour comprendre quelles étaient les problématiques qu'ils pouvaient avoir sur la production d'images, comment ils faisaient et où étaient finalement les points de friction dans toute cette production de contenu. Et c'est à force de discussion qu'on a compris que finalement, une marque qui, surtout dans l'industrie de la mode notamment, qui lance des collections, elle va devoir organiser des shootings qu'on appelle lifestyle ou campagne, où en fait, ils vont aller en extérieur, organiser un shooting avec un photographe, avec des mannequins. Et lors de ce shooting, en fait, ils vont sélectionner un nombre de produits assez limité par rapport à toutes les références qu'ils vont lancer. Ils ont dû faire un choix. D'accord. Ce choix limité, ils vont venir finalement raconter une histoire en fait pour lancer la collection. Et donc ça, à la fois, ça prend beaucoup de temps d'organiser ces shootings et de produire ces images, et c'est aussi extrêmement coûteux. Et finalement, ce qu'on a compris aussi, c'est que ça manquait de réactivité. C'est-à-dire que si demain, un des produits qui fonctionne bien n'a pas été dans le shooting, bah, vous n'avez plus de visuel pour pouvoir le promouvoir. Et donc, c'est là où se crée finalement un peu un goulot d'étranglement. Comment je fais pour mettre en avant des produits qui n'ont pas été sélectionnés pour ces fameux shootings, alors que, en fait, ils ont du potentiel de vente. Et donc, on a voulu se dire, on va ramener de la réactivité dans le processus pour permettre aux marques d'être plus agiles dans la façon dont elles peuvent pousser leurs produits sur leur marché. C'est ça la problématique qu'on a essayé de résoudre au départ. Ok, super intéressant. Et pour l'utilisateur, du coup, pour la marque qui veut utiliser Kira, comment ça fonctionne ? Nous, on a développé une plateforme qui va leur permettre vraiment de créer et d'imaginer les visuels qu'ils ont envie de créer. Et en fait, la particularité de notre approche, c'est que ça se fait en 2 temps. C'est-à-dire qu'ils ont cette phase de création et une fois qu'ils ont validé, approuvé du matériel, donc des visuels, en fait, ça va partir en post-production. Et nous, on a une deuxième phase où, en fait, ce qu'on appelle la post-production, c'est on va retravailler les images pour qu'elles correspondent aux standards de qualité de la marque, que ce soit un standard de résolution, c'est-à-dire quand vous faites une affiche en 4:3 dans le métro, il faut que la résolution, c'est-à-dire la définition de l'image soit extrêmement précise pour que vous puissiez bien voir les détails. Mais il y a aussi le sujet de
comment le produit est extrêmement bien représenté dans le visuel avec fidélité, c'est-à-dire la couture est au bon endroit, la couleur du produit est fidèle. Voilà, c'est tout un nombre de critères que l'on va vérifier. Et donc ça, cette phase de post-production, tout est fait aujourd'hui en IA chez nous, de façon agentique aussi. Et ce qui fait que voilà, nous, notre proposition de valeur, elle est là. C'est-à-dire que quand une marque vient travailler avec nous, on lui garantit un résultat et pas simplement un outil. On vient accompagner pour s'assurer qu'à la fin, la marque, elle va avoir l'ensemble des visuels dont elle a besoin pour faire la promotion de ses produits. D'accord, très bien. Vous êtes plus une agence ou plutôt une boîte de logiciels du coup? Moi, je dirais qu'on est hybride, c'est-à-dire qu'on combine un savoir-faire technologique puisqu'on leur met à disposition un outil. Et au-delà de l'outil, on vient rajouter cette couche d'accompagnement et de service pour assurer et délivrer un résultat. Et l'un n'irait pas sans l'autre. C'est-à-dire qu'on se rend compte que l'accompagnement est important puisqu'en fait, on vient redéfinir finalement aussi une façon de travailler, on vient garantir un résultat. Je pense qu'aujourd'hui, dans l'environnement où les technologies bougent extrêmement vite, finalement, ça peut être dangereux de choisir juste un outil qui ne va pas livrer un Bien résultat. sûr. Et donc, les marques, elles aiment travailler avec nous parce qu'elles savent que on va les emmener, on va les accompagner jusqu'à un Ouais, résultat final qui peut partir en production. Et on va aussi être les garde-fous. On est capable de dire, non, ça, ce d'accord. projet-là, ça ne marchera pas. Avec de l'intelligence artificielle, vous n'aurez pas le niveau de qualité ou voilà. On commence à avoir beaucoup d'expérience et on est capable de Ouais. conseiller sur quelle est la bonne direction à prendre ou alors de dire non, surtout pas, ça c'est pas une bonne idée et on va pouvoir ramener ça. Donc on a ce rôle de conseil, mais on fournit un cœur technologique et notre métier finalement, c'est aussi de comprendre, tu vois, je parlais tout à l'heure de masquer cette Oui. complexité, mais on est dans une complexité grandissante parce qu'il y a Bien énormément de sûr. modèles qui sortent tous Ouais. les jours. Les marques se disent mais où est-ce que je commence et est-ce que je choisis tel modèle plutôt que tel autre modèle, etc. Nous, c'est notre métier. On évalue quels sont les modèles sur le marché et en fonction des tâches, nous, notre travail, c'est de comprendre quel est le modèle le plus performant pour réaliser une Ouais. opération sur une image. Et ça, c'est complètement, on le masque plus pour dire, bah voilà, nous, on rend le résultat. Mmh. Laissez-nous gérer toute cette complexité parce que oui, parce que c'est une vraie complexité et que ça prend énormément de temps. D'un point de vue, technologique, est-ce que comment vous avez fait? Est-ce que vous avez développé des solutions internes? Est-ce que vous êtes, simplement, dans l'agrégation? Enfin, je dis simplement, c'est pas si simple, mais est-ce que vous agrégez, des solutions, mises à disposition par des grands éditeurs? Comment vous avez fait d'un point de vue technologique pour arriver à rendre ce service? On a construit un processus avec différentes étapes et différentes opérations successives sur l'image. Et donc, pour opérer chacune des différentes étapes, bah, on a identifié quel était le meilleur modèle ou la meilleure approche, parce que des fois, c'est pas forcément qu'une question de Ouais. modèle, c'est une question d'opération, c'est une question de manipulation. Je dis vraiment manipulation de l'image. Mmh. Et c'est ça notre savoir-faire, c'est de comprendre D'accord. pour arriver à un résultat, comment on doit opérer et quel est le bon modèle pour chacune des tâches. Et donc, c'est ça D'accord. notre savoir-faire, c'est la création d'un process, Ouais. pour le coup propriétaire, qui s'appuie sur différentes solutions. Je comprends tout à fait la démarche et j'avais une curiosité, c'est est-ce que pour la partie, contrôle qualité, est-ce que vous faites ça uniquement, de manière humaine ou est-ce que vous avez pu, mettre des IA en place pour faire cette partie-là? Aujourd'hui, on le fait de manière humaine. Pour les dernières étapes de validation. Maintenant, c'est quelque chose sur lesquels on travaille évidemment, de rajouter une couche d'évaluation en fait, par différentes, approches pour pouvoir, justement aussi, classifier ce qui a besoin d'être à nouveau, retraité, potentiellement. Oui, très bien. Bah, merci pour ces premières réponses. Ça nous amène à notre première question. En t'entendant parler, je me posais la question du rapport à l'authenticité finalement, des marques qui avec l'IA va certainement évoluer. Quel est ton regard sur cette question? Je pense que c'est probablement une question que se posent, beaucoup de marques aujourd'hui. Je pense qu'avec le recul, moi je constate, que, le sujet ne devrait pas être l'IA à proprement parler. Avant, on Ouais. se posait pas la question de est-ce que ce visuel ou est-ce que ce film a été produit, je sais pas, avec de la retouche Photoshop ou avec Mmh. des effets spéciaux. Pour moi, ce qui compte, c'est le résultat. Est-ce que quand je regarde ce visuel ou cette vidéo, est-ce que ça crée une émotion? Est-ce que ça me raconte une histoire? Et est-ce que cette histoire me touche? Finalement, l'intelligence artificielle n'est qu'un moyen.
de venir répondre, un moyen technologique de venir répondre à un besoin de réalisation. C'est un outil de production, comme avant on faisait de la VFX ou de la 3D. C'est juste pour moi un outil supplémentaire dans un catalogue d'outils. Donc, je pense que l'enjeu, il est aussi de se dire, est-ce que quand on utilise de l'IA, on ne vient pas baisser nos critères d'exigence. Ce que je constate quand j'ouvre Instagram aujourd'hui, c'est beaucoup de contenu AI slop. Donc l'AI slop, c'est quoi? C'est de la bouillie IA. C'est du contenu qu'on a fait très rapidement avec peu d'exigence, mais parce qu'en fait, je pense que beaucoup de marques sont poussées à produire plus Ouais. vite et occuper l'espace. Et C'est donc du ça, texte ou de l'image ou de la vidéo générée au kilomètre avec une qualité très faible et qui très vient faible et polluer peu. un peu finalement tous les supports. Absolument. Et en fait, ça vient polluer. Mm. Et ce qui crée aussi, je pense, beaucoup d'inquiétude sur le fait que on se dise ah non mais demain l'IA ça va vraiment niveler par le bas. On va avoir du contenu Mm. générique. Mais en fait, on le voit déjà. Et pour moi, Bah l'enjeu, oui. c'est dans la question que se pose la marque avant de publier. C'est est-ce que ce visuel-là, si on n'avait pas cette étiquette IA, est-ce qu'on l'aurait sorti quand même? Est-ce qu'on aurait validé sa qualité? En fait, pour moi, c'est remettre au centre est-ce que ce visuel, est-ce que cette campagne respecte l'ADN de ma marque et l'histoire Mm. que je raconte? Et est-ce que si j'oublie le fait que ce soit de l'IA, est-ce que je serais content de sortir ça? Est-ce que je serais fière? Parce que si je le mettais à côté de visuels que j'ai déjà produits, je serais incapable de dire que c'est de l'IA. Parce que c'est cohérent, en fait. Tu vois? Et ce que je comprends aussi dans ce que tu dis, c'est qu'il y a une notion d'identité visuelle qui doit rester en fait forte, bien qu'on utilise l'IA pour produire les contenus. Oui, absolument. C'est-à-dire que la direction artistique, et c'est pour ça que et c'est très important dans une marque, hein, finalement, ça fait partie aussi Mm. de son patrimoine, des atouts en fait d'avoir une identité forte. Et donc l'enjeu, c'est d'être capable de garder cette identité, même si on change son moyen de production. Et donc ça fait partie aussi des sujets qu'on travaille quand on travaille avec des marques. C'est comment on les aide aussi à justement, ne pas rester dans de l'IA générique en leur permettant d'ajouter cette patte, cette direction artistique, même si c'est de l'IA. Et on a vu dans l'histoire de l'art que c'est pas le moyen artistique qui fait la qualité de l'œuvre, mais c'est finalement toujours la vision et le regard de l'artiste. Ça, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que je pense que l'enjeu demain, ce ne sera pas est-ce que c'est de l'IA ou pas, mais est-ce qu'on a investi suffisamment sur la partie Ouais. créative et sur les idées qu'on a envie de proposer et auxquelles on a envie de donner vie. Parce qu'en fait, c'est ça qui fera la différence. Parce que tout le monde aura Ouais. accès aux mêmes moyens de production, mais est-ce qu'on a mis l'effort pour être créatif? Et c'est ça qui va permettre de se Mm. différencier. Ça sera pas j'ai produit au kilomètre de l'AI slop, à mon sens. Très bien, oui, tout à fait. Bah, merci pour ces réponses et ça nous amène à notre deuxième question. Je voulais parler plus particulièrement de ton statut de jeune entreprise, finalement, de start-up dans le domaine de l'IA. Aujourd'hui, il y a beaucoup de start-up qui se lancent dans ce sujet-là. Ça se passe comment? Est-ce que c'est facile? C'est quoi les challenges? J'aimerais bien que tu partages tout ça avec nous. C'est intéressant parce que c'est quelque chose que je répète souvent en ce moment. Je dis, il a jamais été aussi facile de monter une start-up parce que Mm. effectivement, on a un nombre de moyens à notre disposition pour pouvoir produire, faire, enfin construire, que ce soit sur du code avec tous les Mm. assistants de code, que ce soit sur du marketing, que ce soit sur du contenu. Donc ça, c'est incroyable parce que finalement, avec une petite Ouais, équipe, on peut faire énormément de choses. Et en même temps, je trouve que le paradoxe, c'est vrai, puisque ça n'a jamais été aussi difficile parce que de facto, on se ouais, retrouve avec une compétition beaucoup plus importante puisque les barrières à l'entrée de l'accès finalement à développer des produits est beaucoup plus faible. Et puis le marché évolue extrêmement vite et donc ouais, il faut repenser complètement la façon dont on construit sa boîte à l'ère de l'IA. Donc tu vois, je trouve il y a vraiment un paradoxe. Il y a un paradoxe entre ouais, tout ce qu'on est capable de faire versus ça va tellement vite et comment on pense à avoir de l'avance, comment on repense la question de la défensibilité. Moi, j'ai un background product et donc en fait, je me Mm. suis toujours dit, bah en fait, c'est très important de penser une bonne expérience. Je pense que c'est toujours vrai. Mais l'enjeu maintenant pour un founder où finalement construire un produit est devenu plus facile qu'avant, finalement l'enjeu ça devient la distribution. Donc je pense que ouais. on a déplacé le terrain de jeu
Et donc, ça demande aux fondateurs de se remettre en question en permanence, je pense, encore plus qu'il y a quelques temps. Oui, c'est ça et puis la disruption, peut arriver à tout moment, par un nouvel acteur qui en 3 jours, dans un garage, va redévelopper toute une suite logicielle en utilisant de l'IA et donc il faut effectivement, c'est ce que je comprends dans ce que tu dis, avoir, une vraie valeur ajoutée supplémentaire, que ce soit pas juste la technologie, mais aussi, la facilité d'usage, la profondeur, de l'expérience client et cetera. C'est pas uniquement la technologie. Il faut construire un certain nombre de briques qui vont faire qu'on devient de plus en plus une solution que le client Mmh. va adopter et va avoir du mal à quitter finalement aussi. Hein. C'est Ouais, construire, ouais. construire un avantage concurrentiel dans la durée par un certain nombre de mécanismes qui soient produits, usage, intégration aussi avec l'environnement du client, etc. Merci d'avoir partagé tous ces éléments avec nous, Emmanuel. Quant à nous, on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à nous retrouver sur notre site internet www.iahdf.org. À bientôt. À bientôt.